Ouais. Et c'est parti. Vas-y. Voilà, être dérangé On peut y par les aller? chats, les chiens et que sais-je. Quand tu veux. C'est parti. Tu peux Non, mais enregistrer. chacun coupe, voilà, chacun coupe son micro. Donc aujourd'hui, le musée des Confluences à Lyon, qui, comme cette Google Maps vous le montre, est situé donc à la confluence, d'où son nom, hein, du Rhône et de la Saône. Cette ville de Lyon donc a toujours eu un conflit avec sa presqu'île, puisque si on se base sur les tout premiers plans qu'il y a au musée archéologique de Lyon, eh bien, vous voyez que vous avez d'un côté à nouveau abandonné la presqu'île. Vous voyez sur cette euh, euh, 19e siècle, la presqu'île est toujours abandonnée. Elle va à un moment donc être reprise en main par la gare de Perrache qui va se construire avec cette fameuse liaison avec Fourvière qui va lui permettre donc de revivre un petit peu, mais ça reste un endroit très marécageux. L'expansion de Lyon au 19e siècle, eh bien, c'est surtout sur la rive gauche, hein, c'est-à-dire du côté du Rhône et non pas de la bouge pas tellement à cette période-là. On a l'urbanisme raisonné sur la rive gauche qui va jusqu'à Villeurbanne, hein, et la presqu'île eh bien, reste toujours, comme vous le voyez sur cette petite estampe, un espace assez sauvage qui est très peu urbanisé et qui va l'être à son point le plus central, c'est-à-dire à l'endroit de l'hôtel de ville où il y a les ponts qui se construisent entre cette distinction qui va s'opérer donc de façon tout à fait magistrale avec cette place Bellecour qui va décréter le pouvoir royal et la place des terreaux, le pouvoir consulaire. Donc les pouvoirs sont bien installés à ce moment-là. Le musée des Confluences donc est donc un musée évidemment qui est à la confluence de la Saône et du Rhône, mais c'est aussi la c'est pas une seule collection, c'est beaucoup de collections, donc confluence, regard croisé de collections. Une toute première collection qui est tout à fait étonnante, qui est un cabinet de curiosités qui est établi par Balthazar de Montcounis, qui est un médecin, qui est un voyageur, qui est un collectionneur. Il a, comme beaucoup de personnes au XVIIe siècle, pardon, accumulé des curiosités, alors qui vont des tableaux jusqu'à des constitue véritablement le tout premier fond de ce qui va devenir le musée des Confluences. Et surtout, sa collection est reconnue par la ville de Lyon, puisque à la mort de son frère, Gaspard, il va devenir un temps prévôt des marchands de Lyon, c'est-à-dire pratiquement le maire de Lyon, et c'est la raison pour laquelle sa collection privée va passer dans le public. Alors ça, c'est la toute première collection. La deuxième collection importante, Émile Guimet, hein, que vous connaissez, qui est le fils du chimiste qui nous intéresse bien à La Réunion, puisque c'est lui qui a inventé le bleu outre-mer, qui va créer au parc de la Tête d'Or, donc sur la rive gauche, à la limite de Villeurbanne, un musée privé qui est le premier musée Guimet. Ce musée donc est surtout consacré au voyage qu'a fait Guimet en Extrême-Orient et il est plutôt
il ramène de Chine et du Japon énormément de vêtements, de parures, de coiffes et également des lambrequins, etc., qui vont constituer toute cette collection d'Extrême-Orient. Or, il construit ce musée, il pense que ce musée va attirer les Lyonnais et ce musée n'attire que peu de monde. Donc il est extrêmement vexé de ce qui a construit le musée à la Tête d'Or, de reproduire ce même musée à Paris. Et c'est aujourd'hui, évidemment, le musée Guimet que vous connaissez, qui est le musée national des antiquités asiatiques, qui est toujours affublé du nom de Guimet. Et là, il y a évidemment un public parisien qui est tout à fait curieux de cette collection. En 89, au moment de l'exposition universelle, au moment où toutes les civilisations viennent à Paris et évidemment les civilisations extrême-orientales. Et là, son musée donc, a un succès qui ne lui fait pas regretter d'être parti de Lyon. Sauf que au début du XXe siècle, il y a un maire visionnaire qui rachète le bâtiment de tous, parce que c'est un maire très bâtisseur, Édouard Herriot. Et Édouard Herriot dit il va essayer de convaincre, et il va arriver Émile Guimet, de ramener à Lyon 3000 objets du musée qui en compte évidemment beaucoup plus. Et donc, c'est les 3000 objets qui étaient au départ à Lyon, qui sont partis à Paris, qui vont revenir à Lyon. Et pour le convaincre de la mettre tout en place pour ce nouveau musée, il dit à Émile Guimet, et je vous nomme directeur du musée. Une direction qui est un petit peu fictive, mais c'est un titre honorifique auquel Émile Guimet est extrêmement sensible. Et donc, le musée ouvre en juin 1914, malheureusement, et au mois d'août, donc c'est la déclaration de guerre. Donc, ce musée, évidemment, n'est pas béni des dieux, comme vous le voyez, mais à cette époque-là, dit on ne va pas se limiter à l'Extrême-Orient, on va demander à des collectionneurs de nous donner des collections sur l'égyptologie, sur la paléontologie, et on va, à partir de 1927, durant l'entre-deux-guerres, accumuler des pièces de voyageurs qui vont constituer ce qu'on va appeler le musée colonial. Donc, on a un musée d'anthropologie, on a un musée de sciences naturelles, on a un musée de curiosités, et toutes ces collections. Si bien que ce musée perd complètement son identité. On sait qu'on va aller voir des curiosités, mais on ne sait pas très bien ce qui se trouve dans ce musée. Et au bout d'un certain temps, donc, le musée Guimet, donc, qui passe de municipalité en municipalité, est de plus en plus abandonné. Et c'est sous le maire Raymond Barre que il est baptisé muséum, il est, comme vous le voyez sur cette photographie, complètement en décrépitude et il ferme en 2007. Donc, fini pour ce musée Guimet. Bon, sauf qu'il y a quand même eh bien, un vent intellectuel qui souffle à Lyon, qui reproche donc à Raymond Barre d'avoir laissé tomber cette institution. Et à partir de 2000, on va enfin un véritable grand musée d'ethnologie.
ce programme qui est établi en 2000, programme prévisionnel, est très optimiste puisqu'il donne une somme de 61 millions d'euros, ce qui peut vous paraître beaucoup, mais vu la quantité d'œuvres qu'il y avait à montrer dans ce musée, ce qui est très peu. Mais on établit un programme tout à fait intéressant. C'est-à-dire par avoir un auditorium, des salles de conférence, une librairie, des salles de réception effectivement, mais aussi un restaurant pour attirer des personnes et que l'on puisse passer une journée entière dans ce musée en allant de salle en salle, mais en se distrayant, en ayant des ateliers pédagogiques. Donc vous voyez qu'on a en 2000 une ambition de réaliser un musée polyvalent où des collections, puisqu'on sait que ces collections sont tellement hétéroclites que si on annonce simplement qu'on montre des collections, eh bien, ce musée va capoter. Bon, reste maintenant à se décider pour un concours d'architecture. Et là, ce concours d'architecture, on le lance, c'est un concours évidemment international, et surprise générale, c'est cet homme-là qui gagne ce concours. Alors cet homme, c'est Wolf Prix, des happy few de l'avant-garde de l'art contemporain. Il est né à Vienne, c'est un architecte autrichien. Il a créé une agence qui s'appelle COP, donc Coopérative Himmel-Blau. Alors c'est un jeu de mots évidemment, puisque Himmel en allemand veut dire le ciel, bleu en allemand, Blau en allemand veut dire le bleu, et Bau, c'est pour construire le ciel bleu. Donc vous voyez un programme complètement utopique qui passe par cet artiste, on peut dire vraiment européen, mais qui s'est formé certes à l'Université de technologie de Vienne, que l'on avait vu quand on était allé à Vienne, mais aussi qui est passé par l'école de Londres et surtout l'Institut d'archéologie de Los Angeles. Et dans cet institut d'archéologie de Los Angeles, d'autres architectes célèbres, eh bien, il acquiert une liberté par rapport à ce qui avait bercé un petit peu son enfance. Ce sont, vous vous souvenez sans doute, les constructions d'Humbert Wasser que nous avions vu à Vienne. Et donc, lorsqu'il remporte ce projet, il a que très peu d'idées sur les collections connues pour avoir déjà participé, comme nous l'avons vu la dernière fois, donc avec le non, c'est pas avec lui. Comme on le verra la prochaine fois avec Franck Gehry, il fait partie de cette fameuse exposition organisée au MoMA, Musée Modern Art de New York, en 1988, par donc s'appelait Déconstructive Architecture, et cette exposition donc amène donc sur la place publique des gens comme Franck Gehry, Rem Koolhaas, Zaha Hadid et Cop Himmelbau. Qu'est-ce que veut dire déconstruire l'architecture? Eh bien, c'est tout simplement de partir du constat que il y a eu ce qu'on appelle le constructivisme, et désormais le constructivisme étant des formes géométriques
formes géométriques très raides, qui constituaient le fondement de l'architecture russe qu'on verra à Saint-Pétersbourg, eh bien, on va déconstruire. Hein. Alors, il a cette fameuse phrase, nous pensons que notre architecture fait partie du 21e siècle, vous voyez comment il se base régulièrement, comme un art qui reflète et donne une image miroir de la variété, de la vivacité, de la tension et de la complexité de nos villes. Et donc, il présente à New York maquette d'un appartement viennois, ce qui vous permet de comprendre un petit peu comment on va l'image qu'il va donner ensuite au musée des Confluences. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais il dit voilà, dans un appartement, on a souvent des alignements de pièces, hein, dans les appartements haussmanniens ou viennois. Ces pièces donc répondent à une logique qui est celle d'un couloir central, et de ce couloir central, eh bien, il y a des pièces qui donnent sur la rue, qui ont de la lumière, et puis il y a des qui n'ont pas de lumière. Eh bien, il dit, lui, nous, on va construire désormais des appartements qui doivent avoir une relation optimale avec la lumière. Et pour cela, on va éclater les formes et on va créer des fenêtres à des endroits les plus inattendus. Et en cela, donc, on reconnaît la verve de Hundertwasser. S'il faut que les formes ne soient plus des carrés, soient éclatées, eh bien, elles seront éclatées. S'il faut que les formes soient courbes, eh bien, elles un rapport entre intérieur et extérieur. Voilà. Donc, c'est le principe de cette architecture qui déconstruit le cube et dans l'urbain. Et voilà ce qu'il produit. Alors évidemment, vous imaginez la tête des élus lyonnais lorsqu'il arrive et il dit voilà quel va être le futur musée des Confluences. Évidemment, ce dessin nous interroge à nous aussi. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça peut être vraiment un musée? Et il dit oui, non, ce que l'on fait, c'est que l'on donne une impression d'architecture et qu'à partir de là, on va travailler et on va arriver à une véritable architecture. Mais l'important est de montrer que, bien si vous voulez, on va décloisonner complètement les formes et c'est ce décloisonnement qui va qui va guider les solutions techniques, mais il est hors de question que mon dessin fasse des concessions à la technique. Voilà. Donc, il part de là. Les élus, évidemment, disent bah, c'est lui qui a gagné le concours, donc bah, on va y aller, mais on va y aller à reculons. Et donc, ce musée qui est, vous voyez, il gagne le concours en 2001, le musée sera inauguré en 2014. C'est vous dire à quel point on va aller vers de grandes difficultés. Et pour je vais leur proposer une maquette. Et donc, il rend cette maquette. Et alors là, au lieu de rassurer les élus, ça les inquiète encore plus. Ils se disent, mais là, finalement, on a affaire à une espèce d'hydre marine. Quel est l'objectif de ce musée? Mais en même temps, bon, c'est quand même quelqu'un qui a déjà construit des musées. Donc, on se dit que sous cette provocation que représente cette première maquette, il y a bien quand même quelque chose qui va sortir. Bon. Et après, des informaticiens qui vont commencer à travailler et qui vont, voilà, l'équipe. C'est-à-dire que vous voyez, on dit toujours Wolf Prix a construit ce musée, mais en réalité, il a fait le design. Tout le reste, ce sont tous les architectes qui ont travaillé, y compris l'équipe lyonnaise d'architectes lyonnais, qui ont travaillé à mettre en place ce que lui a imaginé. Voyez, et donc, je tenais absolument à vous montrer
une cinquantaine d'architectes qui vont travailler sur ce projet qui, au départ, est ça. Voilà. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose quand même. Voilà. Mais en même temps, Prix, il a des idées très précises. Il dit, voilà, il faut qu'un musée soit constitué de deux parties. Une partie qu'il va baptiser le cristal, qui est au nord, à dessein évidemment, pour ne pas avoir les rayons du soleil, qui va être un petit peu comme Renzo Piano l'avait fait pour Beaubourg. Pour recevoir les visiteurs, il faut qu'il y ait une transparence totale. Et pour qu'il y ait cette transparence totale, on ne renonce pas à cette forme alambiquée, très, très, très amorphe, mais on va la consolider avec du verre. Vous voyez, c'est toutes les poutrelles que vous avez ici, qui sont en acier, et tout tenu entre elles par du verre, ces grandes vitres qui sont montées sur ces cadres d'acier et qui vont créer un assemblage qui vont amener un maximum de lumière du côté nord du musée. Si bien qu'on a l'impression, quand on arrive au musée des Confluences, que l'on pénètre dans un lieu, mais dans un lieu que l'on a déjà apprivoisé depuis l'extérieur. Si vous voulez. À aucun moment, il y a véritablement une grande transition entre plus dans un espace tout à fait mouvant de cette presqu'île, et on voit que ces formes le sont tout autant. À côté de cela, il dit on va construire le nuage. Alors le nuage, c'est le corps du bâtiment. C'est un nuage qui est, vous le voyez, comme une espèce de vaisseau spatial, et c'est là que va se trouver le musée. Donc on a l'entrée qui est transparente pour amener le client, et puis ensuite le client dans ce cloud, il va y avoir toute l'infrastructure même du musée, avec les espaces d'exposition, et les différents espaces de circulation. Alors voilà ce que ça donne en réalité. Donc vous voyez que vous avez d'un côté le cristal, c'est la transparence qui est ici, vous arrivez par là, vous voyez, on arrive par là. On verra tout à l'heure comment on accueille le public. Et puis, vous avez le cloud couvre donc des espaces d'exposition temporaire. Là, vous avez le restaurant qui est tout à fait en haut. Tous ces espaces d'exposition temporaire qui reposent donc sur un socle en béton qui, lui, en sert tout ce qui est les réserves du musée, les salles de conférence du musée, qui n'ont pas besoin, surtout pas, d'éclairage naturel. Tout ce qui est tout cet espace que vous voyez de socle entre les deux sont les espaces de circulation pour que les personnes puissent aller vers les salles d'exposition. Donc on voit qu'on amène le public petit à petit dans l'antre de cet ovni qui est posé comme ça sur... voilà. Alors voilà ce que ça donne. Vous avez ce nuage qui fait quand même 10 000 mètres carrés, qui est revêtu d'une peau métallique en inox, donc oui, une espèce d'objet extraterrestre. Et à l'intérieur, eh bien, vous avez tout ce qui est monte-charge, ascenseur, escalier de secours, salle d'exposition, atelier pédagogique, administration, et tout à fait en haut, la terrasse et le café qui nous donnent une vue sur Lyon. Bon. Donc, un espace, vous voyez, où l'équipe d'architecture programme qui était donné au départ, vous vous souvenez de ce programme,
de ce programme-là, eh bien, tout ce programme-là va rentrer dans cette bête-là. Hein, voilà. Et ça, c'est un tour de force de cette équipe hein, qui va chasser le moindre mètre carré pour arriver à ce que tout rentre dans le programme. Bon. Et ensuite, nous avons le socle, donc la troisième partie dont je vous ai parlé, 8700 mètres carrés, qui appuie les structures précédentes. Donc, tout ça est calé par rapport à ce socle qui sont affectés. Donc, voilà. Alors, tout ça, c'est sur le papier, évidemment. Hein. C'est un musée idéal que l'on a fait par informatique, que l'on peut voir en 3D sur des écrans d'informatique. Mais maintenant, il faut le construire. Et là, on est sur un autre... Car les élus n'ont rien trouvé de mieux que le musée ne s'appelle pas encore des Confluences, hein, que c'est cet endroit-là. Voilà. Cet endroit-là, je vous le rappelle, il y a les trains de PRH qui passent, il y a une autoroute qui passe, il y a deux fleuves, il y a un pont métallique ici, et surtout, il y a un endroit complètement inondable qui n'a pas été, qui n'a pas de construction pour empêcher les crues, hein, qui n'est pas en n'ayant eu aucune affectation, a pendant très longtemps été un lieu de stockage de matériaux industriels, donc pollué. Donc avant de construire, eh bien, il a fallu stabiliser, il a fallu dépolluer, il a fallu endiguer, et tout ça, évidemment, n'était pas prévu dans le budget. Hein, vous imaginez bien. Il a fallu cloisonner l'autoroute, ce n'était pas prévu. C'est que vous avez là pour le passage des engins de sentier. Là non plus, ce n'était pas prévu dans le budget. Et il a fallu évidemment aménager tout un chantier, hein, un petit village de chantier avant de commencer à travailler. Et là, s'accumulent les travaux dits supplémentaires. Vous savez, quand vous faites quand vous construisez une maison, vous avez une ligne très pudique c'est que le TS, c'est le travaux supplémentaires. Eh bien, ces travaux supplémentaires ont fait grimper, avant qu'on pose la première pierre de cet édifice, tout de suite, on avait dépassé donc les 60 millions de prévus pour la construction. Bon, donc, on se dit, ben évidemment, on a dépassé 60 millions, on va remettre un petit peu d'argent et puis finalement, étrange, eh bien ça va tenir. Sauf que, évidemment, ce bâtiment étrange, comme on dit, il faut qu'il soit étanche, puisqu'il y a des collections. Et là, re-augmentation du budget. Et à partir de là, si vous voulez, on a des discussions qui nous amènent finalement jusqu'en 2010, et ce n'est qu'en 2010 que, enfin, l'équipe de Kopp Immelborn peut commencer à amener les grues et à construire sur le chantier. Donc, de dépenses budgétaires, d'expertise, de contre-expertise, de politiques qui se sont d'abord inscrits, puis après qui se sont retirés, de changements au niveau de la maîtrise d'ouvrage. On est passé de la ville de Lyon à la communauté urbaine de Lyon, puis au Grand Lyon, puis on a demandé des crédits européens, puis ensuite des crédits nationaux. On a fait appel à 3 ministères, le ministère tout d'un coup, ça devient un vaisseau un peu incontrôlable. Mais
Prix, qui en a vu d'autres, hein, qui a construit en Chine, qui a construit au Japon, lui ne s'ébranle pas. Il dit, voilà, moi je vous ai averti que ce musée coûtait tant, on va le faire. Et donc, il commence à s'engager sur cette voie pour construire ce musée sans changer d'un iota ce qu'il avait prévu. Et ça, les élus n'avaient pas prévu qu'un Viennois change pas son programme et évidemment, il commence à y avoir des attaques. Alors voilà les images du chantier. Vous imaginez 4 grues quand on sait le coût journalier de ce genre d'engin. Et il dit, mais moi, je vais respecter le programme jusqu'au bout. Et donc, il fait exactement ce qu'il avait dit. Et là, on voit donc qu'en un temps record, il arrive à construire ce musée. Cette grandiose opération, si vous voulez, qui effraie tout le monde, sauf l'équipe qui a la charge du musée, parce qu'eux, ils savent vers quoi ils vont arriver. Bon. Mais les doutes s'installent de plus en plus, plus le bâtiment, voilà, s'étend. Et là, on arrive, si vous voulez, au fait qu'on est dans un espace, vous le voyez, extrêmement contraint, puisque vous avez, vous voyez, de l'eau. Et de l'autre côté, eh bien, le Rhône et la Saône qui vient baliser. Et derrière la photo, eh bien, le pont qui va sur la rive gauche. Donc un espace extrêmement contraint, mais dans lequel Koppelmann dit « ça c'est mon espace, on n'y touche pas ». Et donc il va prendre possession du moindre mètre, hein, vous voyez, il pose sa barrière de chantier vraiment on lui dit il faut un espace de circulation, il dit ok, mais au-delà de l'espace de circulation, c'est chez moi. Donc interdiction d'entrée. Et là, il installe toute son équipe en disant on fait le siège de cette presqu'île et on ne lâchera rien. Et donc il décide d'installer toute l'équipe d'ingénieurs dans les baraquements ici pour qu'ils vivent 24 heures sur 24 sur le chantier en disant on n'abandonne pas. Voilà. Alors, il y a des journaux mal intentionnés qui parleront d'occupation. Très grave, on en a vu d'autres dans la muséographie. Et finalement, vous voyez, ce village qui est là hein, va vivre au rythme de ce chantier et à aucun moment il dit il faut que ce chantier soit vide, même un seul jour ou une seule nuit. C'est-à-dire que la nuit, il fait éclairer le chantier. Il veut arriver à construire voilà, le chantier jusqu'au bout. Arrive donc on est devant un ovni absolument extraordinaire que tout le monde avait vu, mais que personne n'avait pris au sérieux. Et à partir de là, Fritz a une idée géniale. Il dit on va faire cette inauguration avec le nouveau maire Gérard Collomb à l'époque, qui est sénateur-maire de Lyon. Il a évidemment l'opportunité Kassem, qui à l'époque est ministre de l'enseignement supérieur, qui donc est lyonnaise et donc qui vient encourager cette ouverture. Mais il faut se rappeler quand même que cette ouverture de ce musée, qui est un musée d'audience internationale, se fait sans le président de la République, sans le Premier ministre et sans le ministre de la Culture. C'est vous dire à quel point on est dans un déni de cette architecture et de ce musée.
qui lui dit, il ne faut surtout pas y aller, vous allez vous faire prendre des tomates dans la gueule. Et donc, si vous voulez, on assiste à un espèce de coup de force comme cela, qui est nommé, alors, qui est encouragé par Colomb et Naja Vallaud-Belkacem, qui sont très fiers de damner le pion, donc à Paris, qui a peur, donc, et là, le jour du vernissage, contrairement à tous les cassants. Alors, c'est un succès énorme parce que c'est un succès de scandale. Parce que si vous voulez, vous vous souvenez que c'était 61 millions, eh bien, en réalité, le musée en a coûté 300. Et là, toute la presse dit 300 millions, mais c'est un scandale que cet architecte ait fait exploser les coûts. Et là, il va se défendre et il va dire, attention, moi, c'est vos tergiversations. C'est vous qui avez imposé le lieu, c'est vous qui avez imposé cette presqu'île, c'est vous qui avez augmenté le coût. Donc, il rend coup pour coup. Et là, finalement, la population va prendre fait et cause pour lui. C'est-à-dire, ce qui était complètement inattendu, c'est qu'au lieu de penser que c'est un gaspillage, les Lyonnais vont dire, nous sommes très fiers de ce musée, qui est finalement le musée le plus cher de France. Donc, vous voyez, il y a un espèce de retournement de situation face à la frousse. C'est également un succès culturel et public qui va au-delà des espérances, mais ça on l'a déjà vu avec Beaubourg, avec Giscard d'Estaing qui refusait de dire et qui disait je ne mettrai plus les pieds dans ce musée, ça va être une catastrophe. Et là on s'aperçoit que ce musée, en 2019, j'ai pris les chiffres de 2019 puisque les chiffres de 2020 sont biaisés, avait accueilli 680 000 visiteurs, ce qui en fait le premier en fréquentation. Ce musée qu'on pensait qui n'accueillerait que très peu de gens et qui serait une catastrophe et qui serait critiqué par tout le monde. C'est que finalement, le scandale a amené le succès et que ce musée, et puis il y a le programme culturel avec, si vous voulez, cette idée de rentrer dans un espèce de Spoutnik, comme vous le voyez ici, hein, avec ce truc, et le fait que comme la nuit. Hein, il doit briller dans la cité. Si bien que comme il est sur ce bout de presqu'île, eh bien, quand vous arrivez de Paris, quel est le premier monument que vous voyez de Lyon? C'est évidemment le musée des Confluences. Quand vous arrivez en avion par Satolas, que vous survolez Lyon, qu'est-ce que vous voyez? C'est ce bout de presqu'île, la nuit, et ce musée des Confluences. Et là, on doit dire qu'il a parfaitement réussi en plus cette vision qui est tout à fait nouvelle. Il dit c'est un musée où on ne viendra pas en voiture. Alors ça, c'est la vraie révolution parce qu'on dit mais non, mais un musée, il faut pouvoir y aller en voiture. Il dit non, non, il est sur la presqu'île, donc il n'est pas question qu'il y ait des voitures. Il y a une autoroute effectivement à côté, mais il ne faut pas que les gens viennent en voiture. Il dit voilà, il faut que les gens posent leur voiture dans un parking et qu'ils viennent uniquement en tram. Donc vous voyez, Confluence passe sur un pont qui a été créé pour le musée, hein, qui fait partie des 300 millions donc, de dépassement. Et quand on arrive, donc on débarque sur ce tram, eh bien on monte cet escalier monumental, voyez, et donc on est déjà, dès la station de tram, on est déjà dans le musée. C'est-à-dire que vous avez une même teinte de pierre, hein, que vous voyez là, enfin c'est du béton en réalité. Ce béton est teinté pour vous donner
dans la station de tram, vous êtes déjà dans le musée. Et cette impression est renforcée par le fait qu'il y a des lumières qui vous accompagnent, qui sont exactement les mêmes à la station de tram et sur l'escalier, avec exactement la même procédure de design qui vous amène à l'intérieur du musée. Et donc, petit à petit, vous rentrez dans ce musée et vous voyez que vous avez un accueil qui est largement ouvert, qui reprend finalement toute la Et ce design de l'extérieur est reporté à l'intérieur, et vous voyez que là, le guichet qui est inondé de lumière naturelle n'est ni plus ni moins que fait sur le principe d'un guichet RER. C'est-à-dire qu'on reprend exactement la même formule comme si on était toujours dans la ville. Et donc, ensuite, on monte donc dans les salles comme si on montait véritablement dans un vaisseau spatial. Alors, qui est l'escalier monumental d'inauguration, mais qui est emprunté par très peu de gens aujourd'hui. Mais vous avez surtout les escalators, mêmes escalators que vous avez à Roissy ou que vous avez dans les stations RER. C'est-à-dire que vous êtes dans une circulation qui est encore plus agrémentée par cette grande structure hélicoïdale, très futuriste, qui vous donne l'impression que vous allez rentrer dans une fusée spatiale, en tout cas dans un vaisseau spatial. Vous voyez, à aucun moment vous avez une impression de rentrer dans quelque chose de très puissant qui va vous importer. Et surtout, vous rentrez dans des expositions qui vous accueillent, vous voyez, mais au niveau du sol. Vous voyez comment les vidéos sont indiquées, c'est-à-dire que on est directement, et cette exposition Antarctique entre nous soit dit 600 000 visiteurs, c'est que il n'y a aucune exposition en France qui a fait 600 000 visiteurs en 2016, même au Louvre, même à Pompidou. Donc, cette exposition qui a accueilli 600 000 visiteurs montre à quel point on est dans quelque chose où on partage une émotion totale d'immersion dans la nature, avec certes peu de documents, mais beaucoup d'appareils électroniques. Des grands collectionneurs parisiens, je vous cite que celui-là parce qu'il a vraiment une collection extraordinaire, le collectionneur Antoine de Galbert, qui, au lieu de donner, comme ça aurait dû se faire, sa collection au musée du Quai Branly à Paris, eh bien, a donné sa collection de coiffes amérindiennes au musée des Confluences. Et donc, on voit bien que ce succès de ce musée un flux touristique, évidemment qui s'est un peu tari en ce moment, mais qui montre à quel point donc on était dans quelque chose d'innovant pour voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres vues? Ah oui, ça c'est les autres musées qu'il a construits. Attendez, je vais revenir donc. Le musée des automobiles BMW à Munich. Vous voyez le premier dessin, hein, on a construit le Busan Cinema Center en Corée du Sud. Donc on le reconnaît toujours à ses formes. Voilà, peut-être que vous avez des questions maintenant par rapport à cet exposé. J'ai remis l'écran. En tout cas, j'espère que ça vous donnera envie d'aller visiter ce musée de Lyon. À Lyon, est-ce que tu l'avais visité?
Non, moi je ne l'ai jamais visité, non. Mince, attends, j'ai 2 ordinateurs. C'est un peu trop de bruit. Personne n'avait visité ce… Je ne connais pas. Attends. Moi, je l'avais visité. Là, il faudrait que Surtout, tu j'habitais coupes Lyon, ton au moment de la micro. grosse controverse. Oui, j'essaie. Ça y est. Je n'entends rien. Oui. Qui est-ce qui parle? Oui, moi je l'avais visité, mais j'ai. Oui, bonjour Claire. J'habitais Lyon, surtout au moment de la grosse controverse, effectivement. Sur la... D'accord. Toute une controverse aussi pour savoir qu'est-ce qu'on allait mettre dedans. Et finalement, c'était le musée sans thème. À l'époque, on l'a accusé d'être le musée qui n'avait pas de thème, en fait, un peu fourni. Oui. Il faut comprendre, c'est pour ça que j'ai fait une première partie sur l'origine des collections, parce c'est vraiment un musée qui est complètement hétéroclite, quoi. Il y a les collections d'Extrême-Orient, il y a les collections… il y a les collections d'ethno. Maintenant, je pense que ça sera un peu plus clair avec la coordination qui va se mettre en place avec le musée d'histoire naturelle, mais c'est vrai que c'était pas gagné au départ. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Claire. Oui. Ouais. Mais depuis, tu l'as visité quand même. En fait, je l'avais visité. Alors moi, je crois que c'était… En tout cas, il y avait, je me souviens, c'était à l'occasion des portes ouvertes, effectivement, il y avait, oui, elle a commencé elle a commencé pour les Journées du patrimoine en 2015 et elle a duré 6 mois. Ah voilà. Voilà. Mais 600 000 visiteurs, il n'y a aucune exposition en France qui a fait ce chiffre-là, quoi. En 2016. Voilà. Et tu as vu à quel point c'était une exposition très interactive qui était proposée. Ah oui, c'était… montrer le drapeau en premier au pôle sud et puis voilà. Effectivement, on était pris dans le suspense. Je ne connaissais pas encore à l'époque. Voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Oui, je voulais juste dire, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Oui, on t'entend. Oui, pardon. C'est Marie-Claude là. Oui, moi j'y suis allée au moment de l'exposition sur les venins. Je crois qu'il y a plusieurs. Non, il y a un écho parce que tu as… Voilà. Oui, je disais donc, moi j'y suis allée au moment de l'exposition sur les venins et donc que j'ai trouvé aussi absolument extraordinaire et surtout tout ce qui va autour, c'est-à-dire effectivement l'accueil, l'interaction avec les visiteurs, c'est vraiment très, très bien. Ouais. C'est vraiment le point fort de ce musée et le fait d'y aller en tram, quoi, aussi. Où tu avais garé ta voiture aussi, De l'autre côté de l'autoroute, il y a quand même des parkings. Oui. Bon, il faut marcher un peu, mais il y a des parkings. Oui, mais il n'y a pas de parking dans le musée. Non, pas du tout. Non, l'espace musée est absolument préservé de toute contamination. Il faut marcher après. Voilà, il faut marcher, voilà. Bien, merci, c'est super comme d'hab. Merci. Au revoir. Au revoir. On va peut-être conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Juste une précision. Yves, oui. Qui a battu tous les records. C'était l'exposition Toutankhamon qui a fait 1 400 000 visiteurs, qui a battu tous les records en France et qui n'a jamais été égalé jusqu'à présent. Oui, je parlais de 2016. D'accord. Voilà. Bien, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour la Fondation Vuitton.
Très bien. Ben, écoutez, je suis particulièrement heureux d'avoir pu vous offrir ce soir une conférence Zoom confortable, sans interruption comme les autres Oui, fois. ça c'est vrai. Encore pour tout ce qui s'est passé précédemment. Mais les erreurs permettent de progresser, n'est-ce pas? Ouais. Merci. À très bientôt. Bonne soirée à tout le Au revoir monde. à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.